Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi matin, je vous fais une petite émission, mais attention, je ne reprends pas évidemment les émissions daily. Pour l'instant, pas suffisamment de choses à dire pour se donner rendez-vous tous les matins. En tout cas, si ce n'est pour répéter toujours la même chose. Donc je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt à ce que ni vous ni moi ne perdions ce temps à écouter toujours la même chose jusqu'à ce que j'ai de nouvelles choses à vous dire. Mais là, il y a deux, trois petits éléments techniques que je voulais vous partager. Retour sur la semaine dernière, et puis voir un petit peu ce qui peut se préparer, ce que je vais regarder en tout cas au courant de la semaine. Je regarde toujours les choses encore une fois. C'est important que vous compreniez ça, je ne vais pas capituler, et puis voilà. Je regarde toujours les marchés, c'est simplement que les choses à dire par rapport à ce qu'on peut voir en ce moment sont très très peu nombreuses, étant donné que la volatilité est tellement faible que la volatilité c'est le temps, entre guillemets, c'est de combien les marchés bougent, en combien de temps, entre guillemets. Et pour l'instant, évidemment, la variable temps est très étirée puisque la volatilité est relativement faible. Autrement dit, il se passe peu de choses dans un temps imparti et c'est la raison pour laquelle je pense que sous ces cadres de faible volatilité et dans le timing habituel de la fin d'année, donc on se dirige plutôt vers les fêtes, la clôture des bilans bancaires et ainsi de suite, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à répéter des émissions tous les jours pour dire la même chose. Là aujourd'hui donc quelques nouveaux éléments à vous apporter, raison pour laquelle je prends donc la parole. D'abord aussi avant de commencer, mercredi je vais vous remettre, on garde les émissions éducatives le mercredi, mercredi je vais vous la mettre je vais vous la soumettre au vote puisque ça fait 2-3 semaines que je ne le fais pas, soit parce que j'oublie, pour être franc, soit parce que je vous impose des thèmes en fonction des contextes dans lesquels on est. Cette semaine, il n'y a pas de contexte spécifique, donc évidemment, je vous laisse libre choix, comme d'hab, entre les trois thématiques. Une thématique technique, une thématique psycho et une thématique de philo par rapport à l'argent, le marché et tout ça. Et il n'y aura pas de QCM en décembre. Tout simplement parce que voilà, on reprend tout ça évidemment en janvier, ça me paraît normal. Donc début janvier, on refera un nouveau QCM. Voilà, donc ça c'est peut-être pour la partie éducative. Donc on se retrouve mercredi sur les thématiques que vous aurez choisies. Je vous poste ça dans le Discord un petit peu plus tard. Pour la partie crypto, évidemment, j'attendais la clôture hebdo. Il ne s'est rien produit. Hier soir, je vous ai dit que je regardais sur un timing très précis qui était spécifiquement donc à partir de la clôture, à partir de la réouverture des marchés futurs et juste avant la clôture des bougies hebdomadaires. J'ai vu que ça travaillait un petit peu, qu'il y avait un intérêt spéculatif en fin de journée. Ça, c'est pas concrétisé, pas de volume, pas de breakout, donc pas de trade pour ma part sur ces actifs-là. Ça m'intéresse donc plus, mais je vous ferai je vous ferai le décryptage de tout ça, donc comme d'hab, sur TradingView plutôt qu'ici sur YouTube, où là on va traiter donc des marchés plutôt classiques, où j'ai quand même des choses à vous dire. Donc on se rapproche comme d'hab de la fin de l'année, donc comme je vous l'ai dit, clôture des bilans, on a plutôt envie que tout se passe bien, c'est-à-dire pas trop envie que la volatilité se mette en place, on a donc une année exceptionnelle sur les actions. Problème, évidemment, on se rend bien compte que tout ceci est un peu irrationnel, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un petit peu de connaissance des milieux financiers se rendent bien compte que cette année, elle est particulière et que la clôturer en haut, ça annonce probablement des prises de bénéfices immédiates dès le début de l'année prochaine et donc probablement des baisses de marché. Je n'ai pas parlé d'effondrement, mais en tout cas, on risque de retrouver très rapidement des ventes en début d'année prochaine, puisque donc, bon, là quand même, une année à faire plus 30% à Wall Street, alors que l'ensemble des perspectives se dégradent, sauf l'emploi et donc la consommation. Donc pour l'instant, tout tourne autour de ça, donc de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, du marché de l'emploi. Tant que les gens travaillent, ils consomment, et tant qu'ils consomment, la croissance ne baissera pas plus que ce qu'elle a déjà baissé. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de dire les banques centrales auront réussi à absorber le petit coup de mou de la fin de cycle et on pourra normalement donc absorber le choc, ne pas entrer en récession, tout simplement ralentir avant de rester sur place. Autrement dit, derrière, on restera à moyen long terme sur des croissances proches de ce qu'on connaît actuellement, donc on va dire autour des 1% en Europe, autour des 2% aux États-Unis. C'est un petit peu donc le scénario dans lequel aujourd'hui le marché se positionne, qui a donc pas de raison d'être baissier de manière exacerbée, puisqu'il n'y aura donc pas de récession. C'est ce que les opérateurs essayent de mettre en place à Wall Street. Encore une fois, ce scénario-là, je pense qu'il est tout à fait viable. Mais je pense encore une fois qu'il faut payer le jeu des politiques monétaires d'abord, raison pour laquelle je veux bien croire à ce scénario du fait qu'une récession n'est pas à l'aube et surtout que si il y en a une, elle ne sera que pour faire flipper les particuliers. Je ne pense pas nécessairement qu'on aille vers des cracks de marché et des
et des schémas récessifs, c'est-à-dire donc des schémas baissiers de marché qui durent 3 à 4 trimestres au minimum. Je ne pense pas clairement qu'on soit dans ce genre de truc-là. Je pense qu'on a des problèmes systémiques qui sont dus aux injections monétaires et qui peuvent créer des risques systémiques, c'est-à-dire là aussi des risques de court terme qui, pour ma part, n'auront, à mon avis, que des faibles éléments de contagion par rapport à l'économie réelle. Le seul problème, c'est que l'économie réelle, elle tourne à plein régime et qu'elle peut difficilement aujourd'hui aller mieux que ça. Autrement dit, un petit choc, ça va péter le moral à tout le monde. Et puis, derrière, on repart tranquillement. C'est toujours le scénario que moi personnellement je favorise à Wall Street. Sous quelle forme ça va se mettre en place, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, acheter, c'est complètement fou. Et je maintiens, si vous achetez aujourd'hui à Wall Street, c'est uniquement dans le seul but de viser le décollage irrationnel des prix, à savoir donc vous êtes devin et vous avez anticipé la formation d'une bulle spéculative. Autrement dit, vous achetez parce que vous pensez que les gens vont acheter encore plus cher après vous. Et je vous dis, accrochez-vous bien les loulous, c'est également ce qui se produit à chaque fois que le marché fait un sommet. C'est-à-dire, les gens s'imaginent que ce qui existait avant va continuer, et c'est le moment où ils se retrouvent à acheter des prix complètement dingos avant de se faire péter la tronche. Et encore une fois, ça peut très bien s'être passé de manière impeccable pendant les 52 semaines de l'année 2019 et vous effacer tous les gains et vous ruiner en 2 semaines en 2020. Donc toujours pareil, ne pensez jamais au trading comme quelque chose de formalisé, de cadré. Si vous avez raison 99% du temps pour finir ruiner le pourcent restant, la finalité c'est que vous êtes ruiné. Tout ce qui compte encore une fois c'est la finalité et la durabilité dans le trading. Donc si c'est se résigner et dire « Ah bon, les tendances sont haussières, j'avais tort », et c'est à ce moment-là que vous passez acheteur, bon, bah là, malheureusement, voilà. Comprenez que vendre, c'est très compliqué, et c'était toujours un scénario réservé aux expérimentés. Comprenez aujourd'hui que vendre, c'est beaucoup trop dangereux tant qu'il n'y a pas un signal clair qui se met en place. Maintenant, on sait très bien que la zone sur laquelle on est, c'est une zone de reverse hebdomadaire. On sait très bien que la semaine dernière, quand ça a commencé à baisser, ça a immédiatement déclenché un signal hebdo-vendeur. Donc, il faut bien que vous compreniez que dans l'état actuel des choses, si ça baisse, c'est un signal hebdo qui se met en place. Maintenant, pour l'instant, ça ne baisse pas. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qui s'est passé la semaine dernière, ce n'est pas une semaine qui ne veut rien dire à Wall Street, bien au contraire. C'est un chandelier japonais qui est très très pernicieux, qui est ce qu'on appelle une étoile filante. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a traité un nouveau sommet historique uniquement sur le futur. C'est-à-dire que si vous regardez le cash, il n'y a pas de nouveau sommet historique la semaine dernière. On a très largement brisé le plus bas de la semaine passée. Et il faut bien comprendre que ça, ces chandeliers-là, normalement, sont des chandeliers typiques d'hésitation. C'est-à-dire que normalement, les 3 à 4 chandeliers qui suivent sont ce qu'on appelle des inside bars. C'est-à-dire que, statistiquement parlant, après ces étoiles filantes, la chose qu'on fait le plus, c'est de former des ranges. Donc, ce ne sont pas des scénarios ni haussiers ni baissiers. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, d'un point de vue purement statistique, ça ne veut pas dire 100% des cas, ça veut juste dire que ce qui a le plus de chances de se produire maintenant, c'est rien. Voilà. Pour faire simple, d'accord? Donc là, théoriquement, ce qu'on devrait avoir jusqu'à la fin de l'année, c'est plutôt ce que j'avais pensé, c'est-à-dire pas de volatilité, et tant qu'il n'y a pas un catalyseur externe qui vient bouleverser cette mécanique, d'un point de vue technique, on est plutôt parti aujourd'hui sur un match nul pour la fin de l'année, à savoir tenir les supports qu'on a ici, qui sont donc tout simplement ces trendlines hebdo, mais ne pas franchir les résistances, et dans ce cas-là, c'est une mort cérébrale qui va se mettre en place naturellement à la fin de l'année, entre les deux. Autrement dit, pas de catalyseur, pas de volonté directionnelle, mais on ne veut pas rendre les gains de cette année pour clôturer les comptes au plus haut et faire plaisir aux actionnaires et aux différents... oui, aux gérants de portefeuille, tout simplement. Quand l'année est clôturée, que vous avez fait de jolis gains, vous prenez un gros bonus et puis on recommence l'année suivante. Donc c'est possible que ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas, pour ma part, le formaliser, à savoir, vu le contexte dans lequel on est, il suffit d'une pichenette pour que la volatilité revienne. Pichenette externe au marché, j'entends bien, c'est-à-dire pas une pichenette technique, mais une pichenette, donc soit géopolitique, soit macroéconomique. Tout ce qui pourrait ne pas se passer comme prévu pourrait avoir des impacts relativement importants. Tout ça pour une raison évidente, la composition sectorielle des indices, qui est très dangereuse actuellement, et surtout donc les marqueurs de volatilité et le fait que certaines valeurs, et notamment les licornes, donc les Apple et Microsoft, c'est CLE, les deux licornes, sont sur des zones techniques très 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 dangereuses. À savoir, ici elles sont sur des zones techniques résistantes,
qui pour l'instant ne produisent pas de réaction baissière, mais si ça devait être le cas, les baisses qui en suivront peuvent être relativement importantes. Je n'ai pas dit qu'elles seraient cataclysmiques, ni même systémiques. J'ai juste dit que si on se retourne ici, ça veut dire quelque chose et ça fait qu'on initiera des mouvements vendeurs derrière qui dureront plusieurs semaines. Donc si les licornes s'arrêtent, bah évidemment on est embêté. Donc je vais aller vous les montrer tout de suite pour qu'on en parle. Voilà. Apple, on est en train de traiter la zone que je vous avais donnée, donc la zone 127-138, qui est une zone spéculative hebdomadaire, qui pour l'instant ne produit pas son résultat, mais ici, même chose. Hein. Là, ce n'est pas une étoile filante, ça c'est ce qu'on appelle un marteau, et ça c'est même chose. Donc là, on a un chandelier d'hésitation, de retournement potentiel qui se produit sur la zone hebdomadaire. Donc je vais surveiller ce qui se passe cette semaine. Si de ce marteau, même chose, on forme un range dans la zone et qu'on sort de ce range par le bas en fin d'année, évidemment, je reprendrai des ventes sur Apple. C'est à peu près la même chose sur Microsoft, qui avait donc toute cette zone que je traitais en spéculatif. Là, pouf, même chose, on crée le gros chandelier de vente qui devrait normalement former un nouveau range ici. Si de ce range, on sort évidemment par le bas également, là, il faudra renforcer sur Microsoft. Pour l'instant, j'ai toujours ces valeurs en portefeuille avec des faibles expositions spéculatives. Je serai prêt à être un peu plus agressif si elles commencent à attaquer les supports derrière. Pour l'instant, rien. Le chandelier de la semaine dernière marque juste le fait qu'on a trouvé la résistance de cette fin d'année. Je suis curieux maintenant de voir comment elle va réagir dans les prochaines semaines. Déjà, il faudrait qu'on la valide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas reprendre la marche haussière dès cette semaine. Si on devait reprendre une marche haussière cette semaine, tout simplement, il faut laisser l'année se terminer, invalider dans ce cas-là pour ma part les scénarios Apple et tout ça, et revoir tout ça tranquillement l'année dernière. Dans ce cas-là, je clôture probablement le compte, si c'est ça qui se produit. Maintenant, on va voir, mais c'est là où c'est pour moi ça cloche. Donc je vois que les licornes, c'est-à-dire celles qui tirent fortement nos indices, des valeurs qui pondèrent fort dans les indices et qui étaient imperturbables, c'est-à-dire là vous voyez, est-ce que vous voyez le moindre signal de baisse sur des Microsoft et sur des Apple? Voilà, rien du tout. C'est ces valeurs-là qui ont tiré fortement les indices toute l'année. Si ces valeurs-là devaient s'arrêter et trouver des objectifs vendeurs derrière, là on aurait évidemment des problèmes sur les indices qui pondèrent fortement ces valeurs. L'autre secteur, comme je vous dis, c'est mon quatuor du risque. On va aller le ressortir. Où est-ce que je l'avais mis celui-là? Mon quatuor du risque. Où est-ce qu'il est caché? Voilà. Voilà, donc de dire, évidemment, ça plafonne toujours et ça plafonne relativement fort aujourd'hui sur les ETF. Autrement dit, ça manque de financement et là, attention au moment où les prix peuvent commencer à tomber, c'est-à-dire que là, si ça tombe, ça risque de tomber très très fort. Je vous rappelle que les ETF ont très largement anticipé cette hausse. C'est énorme les volumes qu'on a aujourd'hui sur les ETF. C'est tout simplement complètement fou. Donc toujours pareil, hein, de l'investissement passif en fin de cycle. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va avoir une réplique de 2008. Je vous rappelle que les systèmes et les contextes dans lesquels nous sommes sont totalement différents aujourd'hui, mais qu'on peut avoir des pullbacks très violents avec des caractères systémiques dus à ces contextes-là et à ces agglomérations de liquidités dans des secteurs relativement dangereux. Autrement dit, quand on achète le package complet, quand il faut le vendre, on se retrouve à vendre un package complet et ça crée effectivement des ventes un petit peu plus marquées que ce qu'on devrait avoir dans un sentiment. Donc je pense toujours qu'une petite panique boursière se trouve à l'aube, au coin de la rue, mais que pour l'instant, ce ne sont que des risques potentiels qu'il faut simplement donc prendre dans sa gestion du risque. Autrement dit, pour ma part, ces risques interdisent formellement d'acheter ces résistances. Ils ne conditionnent pas nécessairement des ventes agressives. Les ventes sont purement spéculatives, elles doivent être faites avec une portion du capital. Vous ne devez pas risquer votre avenir financier en cherchant le sommet de Wall Street, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça, je l'ai déjà dit de maintes et maintes fois et j'espère que c'est clair. Toujours pareil, cette zone de contraction très forte sur les junk bonds, alors qu'il n'y a aucune amélioration sensible sur la dette corporate aux États-Unis. Pire, on a donc une détérioration de plus en plus forte. Avec, comme je vous l'avais dit, on a quasiment 30 à 40% aujourd'hui de la dette corporate aux États-Unis qui est à un cheveu de passer junk bond. Et là, ce serait évidemment un tout autre problème. Puisque là, évidemment, la catégorie junk derrière fait que la plupart de ces entreprises seraient non financées derrière et très probablement derrière conditionnées à une faillite.
quasi inévitable par le simple fait qu'en fait, quand vous êtes au-dessus de la catégorie junk bond, vous pouvez encore espérer être financé avec des taux de 6 à 7%. Bon, en général, on vous demande même un peu plus déjà si vous êtes limite. Mais le problème, c'est dès que vous passez catégorisé junk bond, tout de suite vos taux augmentent à 15 et quelques pourcents. Et là, c'est tout simplement normalement la charge de la dette qui fait que le moindre bénéfice que vous faites ne sert qu'à rembourser de la dette. Autrement dit, vous êtes endetté et vous ne remboursez que la partie intérêt de ces dettes, c'est-à-dire que vous ne remboursez jamais la dette en elle-même, et autrement dit, derrière, vous êtes conditionné à votre propre survie sans accès à du capital, puisque derrière, si vous voulez accéder à du capital, vous êtes obligé de vous rendetter avec des taux proches de 15%, autrement dit, derrière, plus vous avez besoin d'argent, plus vous devez en générer de façon parabolique, jusqu'au moment où, évidemment, on refuse littéralement de vous prêter, et là, vous êtes obligé de déposer le bilan avec une dette colossale derrière, évidemment, à porter pour ceux qui vous ont émis cette dette. Donc toujours pareil, le problème des junks, qui me semble toujours pour moi le problème prédominant. Donc ça ne répond pas, mais attention, si jamais les junks venaient à remettre une crispation baissière et une sortie baissière de ces zones de contraction en triangle, là évidemment ça risque de saigner relativement fort. Je n'ai pas dit que ce serait la fin du monde, mais on voit bien que la même chose, la crispation sur les junks, ça pourrait nous faire une fin d'année relativement furieuse à suivre sur ces choses-là. Sur le VIX, c'est toujours la même chose, à savoir donc, quoi qu'il arrive ici, il y en a beaucoup qui s'imaginent que tout va bien et qu'on va continuer gentiment mais sûrement nos ascensions fulgurantes et ainsi de suite. Il y a aussi l'autre problème que la volatilité est sur une structure haussière dans laquelle on a franchi certes des supports en fin d'année 2018, on a également franchi les résistances de 2015 au courant de l'année 2018 et que ça malheureusement ça peut très probablement nous tirer, et je pense que c'est ce qui est le plus probable, de nouveau vers la zone des 40-50 sur le VIX, et là évidemment ce sont des scénarios tout à fait différents qui se mettent en place derrière, puisque évidemment là en plus c'est des scénarios en clôture, donc je vous mets les bougies, voilà, ça nous retirait très rapidement donc vers la zone 40-50. Ici, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement tout exploser et retrouver des risques systémiques comparables donc à 2008. Maintenant, bon voilà, est-ce que derrière on va avoir des faillites de banques, des trucs comme ça? Pour moi, pas nécessairement si ça se produit relativement rapidement. Mais est-ce qu'on peut avoir des risques systémiques de très très court terme? Théoriquement, je vais même vous mettre un mot, alors ce mot fait toujours un peu peur parce qu'il y a le mot crash dedans, mais encore une fois, c'est plutôt pour ma part flash crack, ce à quoi on s'expose aujourd'hui. C'est vraiment un scénario à la 87, c'est quelque chose qui s'effondre d'un coup de manière complètement irrationnelle, qui fait chuter toutes les valorisations, autrement dit, on appuie sur le bouton reset. Moi, c'est clairement ce que je pense. Est-ce qu'on se remettra assez rapidement de ces scénarios-là? Je pense que oui, mais encore une fois, le problème, c'est de savoir est-ce que ça permet d'acheter. C'est pour ça que je pense qu'acheter me semble complètement irrationnel, dans le sens où je pense que tout simplement, ceux qui achètent aujourd'hui et qui achètent avec un crédit adossé à ces achats sont tout simplement les futures victimes de ce flash crash, quoi. C'est-à-dire que derrière, dès que ça baisse, ils se font liquider et malheureusement, ça fera le plaisir de ceux qui, comme moi, auront été suffisamment sages et patients pour attendre des opportunités pour acheter. Après, j'ai peut-être tort, et si ça se trouve, du coup, je n'achète pas, les autres le font, et je serai donc à la traîne, obligé d'acheter dans un marché haussier. Moi, ça me paraît toujours compliqué à l'état actuel des choses. Donc, le quatuor du risque, toujours extrêmement dangereux. Donc, avec un VIX qui ne franchit pas ses supports et qui a déjà franchi des résistances, en tout cas sur les visions en clôture, et qui ici se redirige vers les résistances pour être très rapidement, sans aucun problème, tenir une volatilité dans la zone des 40. Je parle en clôture hebdomadaire, c'est-à-dire derrière des semaines fortement baissières qui tiennent des clôtures hebdo baissières. Je ne parle pas juste de pics de volatilité de quelques heures. Voilà. Donc après il y a ça, toujours le fait qu'on est sur des zones techniques de fin de tendance sur le S&P 500 et sur les autres actifs boursiers, de fait que, c'est pas ça que je voulais faire, on va revenir de fait que sur le DAX en hebdo, même chose, on est sur des zones où ici théoriquement c'est retour au range baissier. Alors pas forcément baissier, mais en tout cas ici au moins on visera sans problème les 76% de retracement de la zone, donc très probablement un retour vers les supports à 11 000, et on voit soit ça tient à 11 000 et tout va bien, donc ça encore une fois c'est le scénario du on rechute à Wall Street, mais tout se passe plus ou moins pas trop mal derrière, autrement dit ce schéma là.
D'accord? On retombe et derrière, tout va bien, et on arrive à tenir tout ça et on remonte l'année prochaine. Je pense encore une fois que c'est très compliqué d'imaginer Wall Street ne pas revenir tester ces zones-là en support, tout comme évidemment ça me semble assez compliqué que le DAX ne revienne pas tester ces zones-là. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ces zones-là? Je ne sais pas. Mais il va de soi que, voilà, soit derrière on maintient tout ça ici et les banques centrales auront réussi à absorber la volatilité, l'économie réelle reprendra le relais d'ici 2021. Je ne m'attends pas à ce que 2020 soit une année haussière, mais plutôt une année bien neutre, étant donné qu'on a tout anticipé sur la fin de l'année. Voilà. C'est plutôt ça pour moi le cadre sur lequel il faut se poser. Est-ce qu'on a donc un choc de volatilité en fin d'année pour remettre un peu les compteurs sur des normalisations un peu plus claires, et autrement dit, signaler que 2020 sera une année d'hésitation, ou tout simplement on termine 2019 au sommet et 2020 attaque assez rapidement à la baisse pour ramener un peu de normalité et un peu plus d'hésitation dans ces schémas-là. Est-ce que le DAX va aller chercher le sommet historique? Je pense clairement que non. Pour moi, le DAX, il est dans son schéma classique en 2 vagues. Il est en train de terminer sa 2e vague. J'attends toujours la confirmation hebdomadaire. Le moment où on entame ces fameux cycles hebdo, on devrait sans aucune peine donc retrouver des retours vers les supports. Je n'ai pas dit que ça allait chuter en ligne droite, j'ai juste dit normalement retour vers des supports, et normalement ces dégradations devraient se poursuivre au sein de l'année prochaine. Donc derrière, ces 2 vagues de baisse, on retourne chercher le premier support, soit on s'arrête là derrière, en début d'année on tombe là et c'est terminé, soit tout simplement ici effectivement on a des problèmes et on déclenche les risques systémiques, et là derrière ça risque de chuter un petit peu plus fort. Donc là, en fait, tout dépend, tout pour moi, tout sera conditionné de la façon dont on réagira sur ces zones-là et de ce qu'on aura comme données macroéconomiques en même temps. Macroéconomique ou géopolitique, on s'entend bien qu'aujourd'hui, il y a tout un pan d'activité sur la géopolitique qui est extrêmement important, donc sur cette fameuse guerre commerciale. Si ça se tend très fortement l'année prochaine sur la guerre commerciale, je pense qu'on peut sans problème lâcher ces supports, que ce soit sur le DAX ou sur le S&P 500. C'est là que les choses un petit peu plus punchy commencent à se mettre en place, et c'est là où évidemment les anticipations irrationnelles de marché qui ont été faites cette année pourraient très rapidement se faire déchirer la gueule. Autrement dit, si Wall Street revenait là, et que ici le dollar commence à chuter et que derrière on a des tensions géopolitiques, je pense que sans aucun problème, c'est retour dans la partie basse du biseau d'élargissement, et là effectivement Wall Street donc qui rattraperait relativement fortement son avance, en tout cas simplement, donc baisser très fortement. Encore une fois, tout ça, ça peut vous paraître énormissime et tout ce que vous voulez, ça ne reviendra qu'à ramener les valorisations sur les portions de prix de 2016. C'est-à-dire, grosso merdo, si on prend l'intégralité du cycle économique, c'est peanuts. Voilà, c'est toujours pareil, reprenez un peu de recul. Ça, c'est tout ce qu'on a gagné sur le cycle éco. Si on devait revenir là, et qu'ici, on n'y tiendra pas longtemps, si on vient chercher ces zones de prix, c'est l'histoire de quelques semaines. Si on vient chercher ces zones-là et que quelques semaines après, on est de nouveau à 2005, bon ben voilà, franchement, c'est classique, donc le cycle économique, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, et puis on repart, quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué, mais pour ma part, voilà, toujours pareil, faire très attention avec ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Donc la fin d'année, pour l'instant, annoncée sous un contexte faible volatilité, sauf cas extérieur de volatilité non prévue à caractère plus ou moins systémique. Donc je ne pense pas nécessairement qu'on va vers une panique de marché en cette fin d'année, sauf s'il y a une grosse news auquel le marché n'a pas vraiment prévu. Par exemple, je ne sais pas, la Chine qui se tait pour l'instant, qui se met à l'ouvrir et qui dit bon c'est bon, on en a plein le cul des Américains. Je vous rappelle quand même qu'il y a une échéance là le 15 décembre de nouvelles taxes aux États-Unis. Si les États-Unis ne lèvent pas la mise en place de ces nouvelles barrières douanières au 15 décembre, ça peut très sincèrement ne pas du tout plaire à la Chine. Je vous rappelle encore une fois que pour l'instant, la Chine, elle fait marche arrière dans les négociations, mais elle dit c'est bon, on maintient le dialogue et compagnie. Si un jour ils disent on en a plein le cul des ricains, qu'ils aillent se faire foutre. Encore une fois, les ricains n'ont plus une énorme marge de manœuvre, ils ont déjà taxé quasiment l'intégralité des produits chinois. Donc c'est de dire, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est augmenter le niveau de taxation jusqu'au moment où tout simplement ça va péter leur propre consommation. Donc attention, les US n'ont pas non plus une marge de manœuvre, nos limites. Et pour l'instant, la Chine a payé l'intégralité des pertes boursières liées à la guerre commerciale. Encore une fois, attention à ne pas raconter l'histoire tant qu'elle n'est pas finie. Si les Américains, autrement dit, bénéficient de la guerre commerciale 99% du temps pour finir perdant sur le dernier pourcent, la finalité, c'est que si vous avez parié à la hausse tout en haut, c'est vous qui serez le dindon de la farce. Donc pour l'instant,
prudence. La guerre commerciale, c'est le plus imprévisible de tout ça. La macroéconomie, c'est toujours ce qu'il y a de plus dangereux, puisqu'attention, là quand même, la semaine dernière, on a eu des PMI aux États-Unis qui sont très mauvais et très indicatifs de choses pas très très bandantes à venir, que ce soit dans les services et dans le manufacturier. Par contre, évidemment, le NFP est venu sauver tout ça en fin de semaine. Donc pour l'instant, hein, malheureusement, je surveille toujours l'emploi aux États-Unis. C'est le dernier gros pilier qui ne chute pas et qui, pire, ne montre pas le moindre signe de faiblesse, mais là vient même de montrer un signe de force extrême. Donc là, attention, soit c'est une anomalie statistique qui va être corrigée sur le chiffre révisé, parce qu'on a quand même eu un ADP très faible. Là, c'est-à-dire que le spread entre l'ADP et le NFP est tellement énorme que c'est presque anormal. Donc je pense qu'on s'attendra à des révisions baissières du chiffre. Maintenant, de combien on va réviser et de combien sera le prochain NFP, c'est toute la grande question de ces statistiques. Voilà, pour l'instant, elles sont là, elles sont indiscutables. Ce qui s'est produit en fin de semaine dernière est totalement logique au vu du chiffre qui a été publié et qui est très surprenant. Donc c'est normal qu'il y ait eu surprise haussière en cette fin de semaine. Pour ma part, hein, voilà, c'était un plan de trading dans un range, c'est un échec total, puisque évidemment le catalyseur est venu foutre en l'air la gestion du risque et péter les stops. Mais voilà, c'était imprévisible et c'est comme ça. Voilà, c'est dans un range, il y avait une gestion du risque. Traiter un range à la vente en tant que range vendeur, quand un gros catalyseur haussier non prévu est venu bouleverser tout ça, prendre un stop loss, c'est tout à fait normal. C'est le jeu du range, on prend un pari avec un ratio risque-rendement. Évidemment là, le catalyseur ne peut absolument pas valider ce type de scénario-là, mais ne peut qu'aller chercher les invalidations. Voilà, donc surveillez cette semaine. Comme je vous l'ai dit, le plus probable pour l'instant, hormis catalyseur externe, c'est de retourner chercher les différents supports les uns après les autres à Wall Street. Et très probablement, donc, avec... en fonction des différents contextes de volatilité, former, donc je pense pour ma part, des triangles, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque pour l'instant on voit bien les schémas hein, en deux vagues qui se mettent en place, avec pour l'instant des sommets descendants, et je pense qu'on formera des creux ascendants également, très probablement dans ces structures-là. Toute la variabilité là-dedans se fait évidemment sur la volatilité elle-même, c'est-à-dire que plus la volatilité est faible, autrement dit, plus le triangle mettra de temps à se former et va larver donc jusqu'à la fin de l'année. Ok ? Donc pour l'instant, moi jusqu'à nouvel ordre, je table plutôt sur des formations hésitantes, des formations en triangle. Et donc comme on l'a vu sur le graphique hebdomadaire, tout simplement traiter entre le support et la résistance formée par l'étoile filante hebdo que nous avons. Donc dans ce cas-là, tout simplement des formations de range très probables sur ces deux valeurs que je surveille. Donc je surveille surtout post-formation de ces ranges, des ruptures baissières pour reprendre en place différents scénarios spéculatifs à la vente sur ces valeurs et sur les indices. Et évidemment, si rien de tout ça ne se produit et qu'on sort de ces ranges à l'achat début 2020, dans ce cas-là, il faudra laisser tomber et attendre un nouveau timing quelques semaines plus tard, puisqu'on se risquera dans ce cas-là d'être sur des scénarios de breakout haussier hebdomadaire. Et là, ça nécessitera beaucoup plus de patience pour retrouver des timings vendeurs. Ok, toujours attention, vendre, ça ne peut se faire que sur des reverses, ça nécessite de l'expérience et que cette expérience, si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la merde si vous vous lancez dans des scénarios vendeurs. Parce qu'il est affaire de timing, il y a bien un timing qui était à traiter les dernières semaines et pour l'instant, ça traîne la patte à cause de la volatilité. Mais si ces timings sont débordés et que les zones de prix sont débordées, il faudra attendre les ruptures hebdomadaires, donc les targets de break hebdo. Je m'entends, hein, je vais vous l'expliquer tout simplement graphiquement. Si on déborde les cycles en hebdomadaire, okay, si ça, c'est pas simplement pour moi, le cycle, il est là, hein, il s'est bien terminé ici, mais qu'on soit bien d'accord, si ici, on a bien rupture hebdomadaire, il y a des objectifs haussiers un petit peu plus... Il y a des objectifs un petit peu plus hauts sur le débordement du cycle hebdo. Oh, quoique non, en même temps, je crois qu'on est déjà sur ces objectifs. Hein. Voilà. Donc là, théoriquement, voilà, on est en train de traiter la zone d'objectif, donc peut-être un chouïa plus haut vers les 3002, peut-être, éventuellement, ici, d'aller chercher un petit peu plus haut en ce début d'année, et derrière, normalement, terminer les breakouts hebdo, hein, et normalement, je pense qu'on pourra difficilement aller plus loin. Sur ce, je vous souhaite donc toujours pareil, hein, n'oubliez pas, ici le breakout hebdo n'a pas été détecté, je l'ai fait et je l'ai corrigé dans la prochaine mise à jour. Ici vous avez bien un gros breakout aussi en hebdo, relativement clair, qui s'est mis en place. Allez, sur ce, donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous mets au vote dans Discord, n'hésitez pas à y répondre, on se retrouve mercredi,
Et sinon, on se retrouve dès que je peux retrouver un schéma de volatilité. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était intéressant, mais j'avais bien insisté à vous dire, attendez la clôture hebdomadaire pour bien voir de quoi on va parler. Cette clôture est arrivée et elle traduit pour l'instant donc une hésitation très probable jusqu'à la fin de l'année. Très probablement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient perturber cette douce volupté, on risque normalement donc de rester sur les zones de prix actuelles, essayer de sauver tout simplement la clôture annuelle. Bye bye.